Bienvenue, on est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, nous honorer de votre présence. C'est la première association naturaliste de France, la Ligue de protection des oiseaux. Vous avez été producteur de nombreux documentaires animaliers et d'émissions, et vous aviez publié, c'était en 2022, le Dictionnaire amoureux des oiseaux, c'est ça? Prix de l'Académie française, et vous publiez donc le Dictionnaire amoureux de la vie sauvage qui va de l'abeille à la zoopharmacognosie. On en reparlera dans un instant. C'est l'observation de l'automédication chez les animaux sauvages. J'ai découvert ce mot-là. Comment vous avez d'ailleurs procédé pour le choix des différents items? Cette collection est admirable pour les auteurs dans la mesure où l'éditeur, Plomb, laisse entière liberté à l'auteur pour faire ses entrées. Et en fait, on est guidé par l'émotion, on est guidé par les souvenirs, on est guidé par la nécessité de porter un message. Et moi, j'ai écrit dans le désordre, et au hasard de ce que je ressentais, ce qui me révoltait, ce qui me revenait à l'esprit, j'ai fait des entrées. Par exemple, l'un des endroits de la planète où j'ai été avec le moins d'enthousiasme, parce que je pensais qu'il manquait de biodiversité, c'est l'Antarctique. En même temps, j'étais curieux de voir comment ça se passait dans ce territoire, le seul au monde qui est préservé, où on n'a pas le droit d'exploiter le site et où il y a un partage de recherche scientifique. Mais moi, je préfère l'Afrique qui dégouline de vie avec les antilopes, les primates, les fauves, les trucs, les machins. Bon. Et là-bas, j'ai découvert quelque chose de magique. D'abord, vous mettez 3 jours avant d'arriver, c'était vers la péninsule antarctique. Et ces 3 jours, c'est une forme de sas moral, j'ai presque envie de dire, parce que vous allez laisser derrière vous votre culture, votre civilisation, les portables, tout le reste, pour rentrer dans un nouvel univers. Et en même temps que vous approchez, vous découvrez les premiers icebergs qui sont d'une beauté. Évidemment, je les avais vus dans des photos, des films, des trucs. Mais là, quand vous avez ce bleuté transparent qui vous crache à la gueule, son éloquence, c'est prodigieux, c'est bouleversant. Et puis, bon, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que j'étais en train d'écrire dans une ancienne base du reste de baleinière, parce qu'il y a eu là-bas des destructions terribles de baleines et de manchots, du reste, où il y a encore les fours, les tonneaux éclatés, les cadavres de baleines, etc. J'étais assis probablement sur une vertèbre de baleine en train de prendre des notes pour l'émission. Puis il y a des manchots qui sont arrivés, clac, clac, clac. Puis ils ont commencé à me tirer. Moi, j'étais figé, je voulais surtout pas leur faire peur. Et en fait, c'est eux qui sont venus à tirer le papier et tout. Et là, il y a des moments de grâce de la vie. Et pour moi, ça vaut toutes les belles rencontres que j'ai pu faire sur la planète, la naissance du corail sur la Grande Barrière, je sais pas quoi, la migration des gnous entre la Tanzanie et le Kenya, etc. Ces moments de grâce merveilleux. C'est aussi beaucoup plus près de nous la capacité d'être ému par une araignée qui tisse sa toile, par la maison charbonnière qui ramène la nourriture de façon remarquable. Mais ces moments-là, que ce soit un coucher de soleil, un lever de soleil, un moment avec les manchots ou l'araignée, c'est des moments qui se partagent. Vous avez pu les partager beaucoup? Alors, c'est tout le problème. Pour moi, c'est essentiel. J'ai eu le bonheur de vivre cette passion qui m'habitait depuis l'enfance, mais elle ne vaut que si elle est partagée. Vous avez raison. Quand on est devant un beau coucher de soleil, on peut se demander si on est seul, si ce que l'on voit est réel, tellement c'est beau. Et le fait de le partager, ça nous rassure sur la beauté de ce que l'on vit, et puis aussi... ça donne une dimension émotionnelle encore plus forte. Énorme. Et là, alors pour être plus pratique, la télévision m'a permis de satisfaire ces deux besoins. D'une part, la découverte. J'ai eu, grâce à la télévision, la possibilité de partir partout dans le monde. Et puis surtout, de le partager.
C'est-à-dire que non seulement je vivais la passion sur le terrain, avec des scientifiques, avec des bergers, avec des pygmées au Cameroun, que sais-je encore, mais surtout j'avais la possibilité de le partager. Et vous voyez, aujourd'hui encore, je rencontre en faisant des signatures des gens qui me disent ah ben moi je regardais vos émissions et ben c'est comme ça que ma vocation est née. Quel bonheur, parce qu'on est sur Terre pour transmettre. Et donc j'ai eu cette chance extraordinaire de vivre une passion et de partager cette passion. Vous n'avez rencontré ni le Yéti, ni le monstre du Loch Ness, et pourtant ils sont dans le livre. Oui, parce que j'ai rencontré la cryptozoologie, c'est la science des animaux cachés, à travers un personnage remarquable qui s'appelle Bernard Heuvelmans, il est décédé maintenant, et qui avait inventé ce mot de cryptozoologie, et il était passionné par le Yéti, par le Bigfoot, par le Loch Ness et tous ces animaux. Il se disait que oui, il y a des légendes là-dedans, mais il peut y avoir une part de vérité. Et pour la petite histoire, figurez-vous qu'il était belge et il était ami avec Hergé. Et dans Tintin au Tibet, ben, quand le Yéti est gentil, c'est Bernard Heuvelmans qui avait dit à Hergé, il faut réhabiliter celui qu'on appelait à l'époque l'abominable homme des neiges. Et donc il est hyper sympa, le Yéti. Voilà. Alors, bon, en vérité, quand on gratte et on regratte, toutes ces histoires où on estime qu'il y aurait encore des dinosaures en Afrique. Moi, j'ai été sur le Loch Ness tourné pour voir ce qu'il en était. Bah, c'est un énorme business. Bon, c'est très bien, hein, ça. Je vous garantis qu'il y a du fric. Et puis de l'émotion, parce que quand vous arrivez, c'est toujours dans la brume. C'est quand même incroyable, ce truc. Ils sont mieux organisés qu'à Disney ou Astérix, hein. Tout fonctionne. Et puis voilà, donc c'est une façon. Vous savez, pendant très très longtemps, la nature, on ne la connaissait pas. Enfin, on voit Diderot, les premiers textes de la Renaissance qui nous la décrivent de façon très très particulière, et c'est tout à fait légitime. On a encore beaucoup à découvrir. Donc voilà, il n'est pas interdit qu'il y ait des légendes qui accompagnent tout ça. Ce dernier chapitre sur la zoopharmacognosie, il est passionnant, incroyable. On apprend donc 71 espèces animales pratiquent l'automédication. Sur ces 71, 46 sont des primates. On est assez peu surpris de ce chiffre. Et chez les oiseaux, les ornithologues ont identifié plus de 200 espèces s'enduisant les plumes de fourmis écrasées ou se roulant dans des fourmilières pour s'enduire d'acide formique très efficace pour combattre les poux. Incroyable. Alors, il y a une fille que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas testé sur mes enfants encore. Vous n'êtes pas obligé. C'est Sabrina Krief qui travaille sur les chimpanzés en Afrique et qui est une amie et qui a suivi des chimpanzés. Il y avait des groupes et parfois il y en avait un qui tombait malade et elle les a suivis jour et nuit pour voir comment ils allaient réagir. Et effectivement, elle a analysé les plantes, elle en a fait l'ADN, etc. Et c'est un enseignement potentiel pour nous. Avec ceci d'intéressant, c'est que dans ces travaux, dès qu'on trouve des plantes un peu singulières, les gouvernements africains, en l'occurrence, mettent en réserve. En tout cas, porte une attention particulière pour préserver ce patrimoine à découvrir, à explorer davantage. Ouais. Aristote l'avait déjà, a priori, formulé. Hein. Oui. Il l'avait constaté chez les animaux 3 siècles avant Jésus-Christ. Oui. Alors, il y a aussi l'exemple de l'ours brun d'Amérique du Nord. Il s'applique sur la fourrure une pâte qu'il réalise en amalgamant sa salive et des racines d'ocha. Le tout contiendrait plus de 100 composés actifs capables de repousser les insectes. Oui. Mais donc, voilà, il y a un potentiel à observer la nature pour en tirer modèle. On le fait à d'autres égards. Par exemple, on s'inspire du bout d'aile des vautours pour l'aéronautique, où on a fait les ailes d'avion qui ont été aménagées, les trains au Japon qui sont inspirés du martin pêcheur, etc. Enfin bon. Que vient faire un chapitre sur le rire ?
dans un dictionnaire amoureux de la vie sauvage? Parce que moi, je me suis toujours posé la question, le rire est-il le propre de l'homme, comme on le dit? Non. Et j'ai bien connu Brigitte Bardot. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. J'ai vécu 7 ans avec elle. Voilà, bon, comme ça, c'est fait. Voilà, ça c'est dit. Je n'ai pas d'inconfidence, c'est public. Et elle avait 13 chiens. Et parmi ces chiens, il y en avait quelques-uns, pas les plus nombreux, dont j'ai la conviction qu'ils riaient. Et il n'y a pas que les chiens, il y a les chevaux. Plus on explore l'éthologie, l'étude du comportement de ces animaux, plus les rats sont capables du rire. Donc le rire n'est pas le propre de l'homme. Et il y a eu non pas des expériences, mais des constats faits notamment en parc zoologique, où il y avait un chimpanzé, les autres observaient autour, je crois que c'était en Hollande, ça se passait. Et il avait réussi à avoir un gobelet d'eau qu'il gardait dans un coin, enfin voilà. Et quand les visiteurs approchaient, hop, il jetait le gobelet pour arroser les visiteurs. Et les chimpanzés autour se marraient. Ils étaient écroulés de rire. Il avait réussi son coup. Donc il y a pas de... Mais les animaux sont capables de mentir, de tricher, de solidarité, c'est bouleversant, la proximité. Vous savez, on a toujours, alors c'est depuis Descartes, et puis pour des raisons aussi culturelles, religieuses, on a mis l'homme sur un piédestal et on s'est employé à considérer que l'animal était en retrait. La première chose, on a dit, c'est l'homme qui a inventé l'outil. Et puis on découvre justement les chimpanzés qui vont, moi je l'ai filmé en Afrique, choisir une baguette, la découper pour aller dans une termitière, etc. On découvre le percnoptère, qui est un petit vautour, qui va prendre un caillou pour casser un œuf. On découvre les loutres de mer, qui se mettent sur le dos et ont inventé l'enclume. Ils ont un caillou sur le ventre qu'elles prennent, et puis elles prennent un autre caillou, et au milieu, il y a des coquillages. Elles arrivent ainsi à casser les coquillages pour s'en nourrir. Donc il y a eu, non, on découvre quand même que probablement l'animal a inventé l'outil bien avant l'homme. Après, on a dit, mais la reproduction ne se fait que par la nécessité de pérenniser une espèce. Sous-entendu, il n'y a pas de plaisir dans la reproduction animale, ce qui est une énorme connerie. On le voit chez les dauphins qui, au passage, j'ose pas vous dire comment ils procèdent. Flipper, si tu m'entends. C'est pas propre, hein. Bon. Mais les bonobos, on l'a vu, toute l'organisation sociale repose sur la sexualité et sur le plaisir, incontestablement. Donc il y a du plaisir dans la sexualité animale. Moi, ça m'a toujours passionné d'essayer de comprendre où était l'amour aussi. Est-ce qu'il peut y avoir que des attirances phéromonales, par des odeurs, par une chimie, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement de l'amour? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'amour qu'on ne l'imagine. Vous prenez par exemple l'aigle de Bonelli. J'ai un ami, une espèce rarissime, malheureusement il en reste 30-40 couples en France, quelques-uns en Espagne, et en Vendée, j'ai un ami qui réussit à les faire reproduire en captivité. Et il me dit, quand un nouvel oiseau arrive dans mes volières, ou c'est le coup de foudre, où ça peut ne jamais marcher. J'ai mis des couples ensemble pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai fini par les séparer, ils se regardaient avec indifférence et parfois avec mépris, ce qui est quand même... Bon. Et donc, on ne peut pas imaginer que tout ça soit que chimique, c'est pas vrai, il y a de l'émotion, mais l'émotion en termes de recherche... et puis surtout, si on prête l'émotion à l'animal, l'homme descend un peu de son piédestal, ou plutôt l'animal remonte. Moi j'ai été... Vous m'arrêtez, hein. Je vous en prie, c'est passionnant.
J'ai été au Conseil économique, social et environnemental, dont on dit beaucoup de mal. Moi, je trouve que ce sont les premières marches de la démocratie, où vous avez là une représentation sociétale passionnante, avec des gens qui échangent. Alors, il y en a qui foutent rien, hein, je suis d'accord, et puis il y en a d'autres qui bossent. Moi, j'étais avec Jean Jouzel. Je vous assure que tous les deux, chacun dans notre domaine, lui, le climat, moi, la biodive, on bossait vraiment. Et à un moment, j'ai voulu évoquer la reconnaissance de la sensibilité de l'animal. C'était un truc qui n'existait pas. C'est venu un peu plus tard. Aujourd'hui, l'animal domestique, uniquement lui, est reconnu dans sa sensibilité et figure ainsi dans le Code civil. Mais j'ai eu des gens, parce qu'on fait venir, alors j'avais fait venir Boris Cyrulnik, Jean-Claude Amezen et tant d'autres qui ont porté évidemment la réflexion au plus haut niveau remarquable. Moi, il y a des gens qui me disaient tu vas tirer l'homme vers l'animalité. Voilà au XXIe siècle où on en est. Et pour en rester toujours à l'animal, j'en parlais avec la ministre de la Transition écologique ce matin. Eh bien, je lui disais, c'est quand même inacceptable de constater que notre grand pays au XXIe siècle, on considère que l'animal domestique est doué de sensibilité, pas l'animal sauvage. Un chien est sensible et pas un renard. Attends, où on va? Et tout simplement parce qu'il y a des lobbying qui veulent pas entendre parler de la sensibilité de l'animal sauvage. C'est inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire la chasse, la pêche, les trucs, les machins, mais quand même, tirons l'esprit vers le haut. Moi, je trouve voilà, inacceptable. Ont-ils des droits, d'ailleurs, les animaux, puisqu'on dit qu'ils n'ont pas de conscience? Alors, c'est toute la difficulté. À partir du moment où on leur reconnaît des droits, il faudrait qu'ils aient des devoirs, et ils n'ont pas la possibilité. Mais est-ce qu'un bébé qui vient de naître, ou est-ce qu'une personne âgée qui n'a plus ses facultés est capable de reconnaître ses devoirs? Non. Et pour autant, elle a des droits. Donc je considère qu'il y a des droits à l'égard de l'animal qui doivent être portés par ceux qui les représentent. Alors ça peut être représenté par des associations, mais par le droit. Vous savez, moi on me dit, si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi? Je dis, mais vous faites deux choses. Vous écoutez les scientifiques et vous respectez le droit. Et là, on aura fait la moitié du boulot. À la LPO, quand on a tapé aux portes de la raison, qui sont restées hermétiquement fermées, on se tourne vers la procédure. Alors, on nous traite de procéduriers, on va devant les tribunaux administratifs. Moi, j'ai plaidé 10 fois au Conseil d'État, j'ai plaidé même devant la Cour européenne de justice, mais on gagne à 90%. C'est-à-dire qu'on était simplement en train de rappeler le droit. Le droit et la science. Et concernant la science, il y a quelque chose de très nouveau depuis, on va dire, une décennie, 2 décennies. Ce sont les scientifiques qui sont sortis de leur laboratoire. La science, avant, c'était un peu la grande muette, un peu comme l'armée. Hein. On l'interrogeait, il n'avait rien à dire. Hein. C'était un peu muselé, tout ça. Eh bien, ils sont sortis du laboratoire, aussi bien le GIEC pour le climat que l'IPBES pour la biodiversité, et ils font un état des lieux. Ils nous montrent ce que c'est que la planète actuellement, mais mieux encore. Ils offrent des possibilités d'action en réaction à l'état des lieux. Donc, l'exécutif de la planète ne peut plus dire on ne savait pas si on sait maintenant. Et ne peut plus dire on ne sait pas comment faire si les scientifiques nous le disent. Est-ce que je peux, pour voir dans quel contexte on se trouve? J'allais vous poser la question. Ah, génial. Pourcentage de mammifères sauvages. C'est un bonheur. Voilà. Quel est le pourcentage de mammifères sauvages sur Terre par rapport à nous autres mammifères et autres animaux? Et deuxième question, combien d'espèces végétales animales menacées d'extinction? Deux questions qui vont ensemble. Alors, je fais Mais allez-y. Hein. Je fais un petit flashback. 4 milliards et demi d'années, ça vous dérange pas pour un petit flashback? C'est le moment où la Terre se forme. La vie apparaît 1 milliard d'années plus tard.
Alors, je ne sais pas si ça vous fait comme moi, mais ce sont des chiffres qui me donnent le vertige, mais très franchement, qui n'expriment rien. 4 milliards et demi d'années, 1 milliard d'années. Bon. Alors, il y a un scientifique américain qui a eu l'idée lumineuse de réduire cette prodigieuse saga de la planète à 7 jours d'une semaine. C'est là où on prend des notes. Non, je plaisante. Alors, tout commence le lundi à 0 heure. C'était il y a 4 milliards et demi d'années. La vie apparaît 1 milliard d'années plus tard. C'est le mercredi à midi. On va passer directos aux dinosaures. C'est le dimanche après-midi à 16 heures. À 19 heures, les dinosaures ont disparu. Notre ancêtre, on va dire Lucie, 3 millions d'années, mais on sait que on a un ancêtre plus lointain, 4 millions d'années. C'est le dimanche soir à minuit moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche soir à minuit moins 1/4 de seconde. Et la révolution industrielle, c'est-à-dire, on va dire, fin 19e, 20e siècle, 21e, c'est le dimanche soir à minuit moins 1/40e de seconde. En 1/40e de seconde, à l'échelle de 7 jours d'une semaine, on est devenus les maîtres de cette planète fragile. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Ça m'amène à répondre à votre question sur, on va prendre un seul exemple, les mammifères. Au moment où je vous parle, 67% des mammifères qui vivent sur Terre, c'est le bétail de l'homme. Les ovins, les caprins, c'est le bétail de l'homme. 67%. 30% des autres mammifères, c'est vous et moi, les bipèdes. Vous faites le calcul, ça fait 97%. C'est l'homme et son bétail. Il reste 3% pour l'écureuil, la baleine bleue et le hérisson. Voilà. Voilà ce que l'homme a fait du vivant sur la planète. Je crois qu'on ne vivra pas hors sol, à bien des égards. On ne vivra pas hors sol et on est en train de fabriquer une planète qui ressemble à ça. Alors, on connaît les causes de ce déclin. La première cause, c'est incontestablement, ce sont les scientifiques qui parlent. L'agriculture intensive avec son cortège chimique. Chez nous, ici en France, mais aussi, moi j'ai été tourné en Asie du Sud-Est avec les orang-outans, etc. La déforestation avec l'huile de palme. Arrosée de chimie, comme bon. En Amérique du Sud, j'ai vu aussi la déforestation pour le soja qui va alimenter notre bétail, etc. C'est le sujet du moment avec le Mercosur. Tout à fait, tout à fait. L'une des autres raisons, évidemment, c'est le dérèglement climatique. Alors, il faut... je continue. Hein, ça... Je m'adapte. Je fais comme les animaux, je m'adapte. Alors, il faut dire qu'il y a des... Pour l'instant, il peut y avoir des bonnes surprises. On me demandait des bonnes nouvelles tout à l'heure. Bon, vous prenez la cigogne blanche, dont il restait plus que 7 couples dans les années 70. Aujourd'hui, il y a près de 6000 couples. Eh bien, la cigogne blanche, la première année, les jeunes qui partent, ils vont perdre 75% des populations lors de leur premier voyage migratoire. C'est extrêmement meurtrier. Et bien d'autres espèces, c'est comparable. La migration est redoutable pour plein de raisons, et notamment aussi par la faute de l'homme et tout. Bon. Eh bien, avec le réchauffement climatique, maintenant, il y a plus de 1500 oiseaux qui restent en bordure de la Méditerranée et beaucoup dans le sud-ouest de la France, jusqu'en Loire-Atlantique, du reste. Hein. Il y en a qui peuvent passer l'hiver. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ces oiseaux ne vont pas être victimes de leur voyage et vont être en pleine forme pour la reproduction au printemps suivant. Donc voilà, à court terme, on constate que c'est pas trop mal ce qui se passe. Mais plus inquiétant, moi j'ai fait un reportage
au CNRS qui est en dessous de Toulouse, à une centaine de kilomètres, qui travaillent sur notre petite faune sauvage. Et ils veulent savoir comment cette faune-là va réagir à 2 degrés de plus. Alors ils ont inventé des volières qui font 40 mètres carrés. Ils en ont créé un certain nombre, reliés les unes les autres par des corridors. Et ces volières, c'est pas du grillage, c'est une espèce de toile qui permet de conserver à la fois la température et puis de mettre des animaux à l'intérieur. Et donc ils lâchent chaque année des papillons, des batraciens, des escargots, que sais-je encore, et des lézards vivipares. Et il s'est passé un truc incroyable. Alors, vous avez une volière où il y a la température du moment, il y en a une autre où il peut y avoir 2 degrés de plus, et une troisième où c'est plus frais. Et donc, on regarde comment se comportent les animaux, vers quelle volière ils vont aller. Et il s'est passé un truc incroyable avec les lézards vivipares, c'est qu'avant de choisir l'une ou l'autre des volières, ils se sont réunis et ils ont échangé entre eux. Alors, les lézards vivipares, ils ne parlent pas comme moi. Ils sont olfactifs. Bon, ils s'envoient des signaux olfactifs et ils se réunissent. Et là, ils choisissent, certains d'aller à la fraîche, d'autres de rester ici, d'autres s'interrogent, vont de l'un à l'autre et tout. Et quand j'ai vu ça, et les scientifiques, on a échangé, j'ai dit, mais attends, c'est fabuleux. À partir du moment où, face à une situation, des animaux peuvent adopter une stratégie après un échange, mais c'est la culture, c'est les racines de la culture. Ah là, on peut pas dire ça, mais on peut pas dire non. On peut pas dire le contraire. Et moi, ça m'a invité à penser une chose. Arrêtons de considérer l'animal sauvage comme une espèce, une population, un stock, que sais-je encore. C'est une multitude d'animaux capables de sensibilité. Et à ce moment-là de l'histoire, il aurait dû me poser la question, qu'est-ce qu'il est advenu au lézard vivipare qui était à 2 degrés de plus? Hein, question me brûler les lèvres. Très franchement. Voilà. Hein. Merci. Si en plus vous faites des questions, alors là... Et donc, quel est-il advenu de ces lézards? Ben, non. Alors, c'est là que... ah, le bonheur des gens ensemble. Non, c'est là que c'est moins drôle. En fait, les lézards vivipares se sont suractivés. Ça veut Moi, dire quoi? j'ai pas... Alors, ils se sont reproduits. En principe, la maturité sexuelle du lézard vivipare, c'est à 2 ans. Et là, dès la première année, ils étaient capables de s'accoupler, etc. Alors j'ai dit, c'est plutôt bien pour la nature parce qu'on va avoir davantage... Ah ben non, non, c'est pas bien. Parce que ils sont en telle suractivité qu'ils vont mourir plus tôt. Ils vont avoir des morts prématurées et malheureusement, la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Donc très clairement, à 2 degrés de plus, les lézards vivipares doivent disparaître. Certains, évidemment, iront un peu à la fraîche, vont tenter de s'adapter. Il va y avoir une évolution. Mais vous prenez les tortues, sans être trop long, mais toujours sur ce chapitre, pour voir de quoi on parle. Quand les tortues pondent terrestres, c'est à 28 degrés en général. Alors certains vont pondre sous un arbre, d'autres plus au soleil, etc. Et en dessous de 28 degrés sont des mâles qui naissent. Au-dessus sont des femelles. Et donc le ratio est globalement équilibré parce que les nids sont disparates et ça permet de trouver. S'il y a 2 degrés de plus, il n'y aura que des femelles. Les tortues sont amenées à disparaître. Voilà. Et on peut multiplier les exemples, c'est pas simple. Et l'oiseau dans tout ça, à quel point c'est un indice de la destruction de la biodiversité? Alors, il est reconnu scientifiquement comme tel. C'est l'indicateur de l'état de la biodiversité. Là où ces populations s'épanouissent, c'est vraiment tout le cortège du vivant, les petits lézards, les batraciens, évidemment les insectes, qui sont en belle santé. Là où au contraire, on voit les populations d'oiseaux disparaître, c'est vraiment la biodiversité qui s'estompe. Or, dans les 4 dernières décennies, au niveau européen, on a eu une perte de 800 millions d'oiseaux.
Sur combien d'années? 800 millions, c'est 20 millions d'oiseaux par an. Au niveau européen seulement. Cette disparition des insectes, ça Disparition des insectes, c'est la chimie. C'est vous prenez par exemple le bâti ici, dans des bâtiments comme ça, il y avait autrefois des lieux d'accueil pour les martinets, pour les hirondelles, pour les chauves-souris. Si on n'est pas attentif à intégrer dans le bâtiment, maintenant on fait les granges sont transformées en bureaux, que sais-je encore. Enfin, tout ça participe. C'est l'assèchement des zones humides. La moitié des zones humides ont disparu depuis les années 80 en France. C'est la perte des 26 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année, pas tant parce qu'elles sont coupées, oui, mais parce qu'elles sont même plus entretenues. Et au passage, je rends hommage au département qui investit beaucoup dans ce thème. J'en parlais avec le président, et c'est indispensable qu'on soit au plus près de la bête et de la plante pour agir. On a vraiment réussi à sauver, je sais plus parce qu'il y a des moments, je sais plus si je me répète ou pas, mais on a réussi, je parlais des cigognes dans les années 70, bon, vous prenez les castors, il restait plus que 30 castors durant les années 70, aujourd'hui on en a 30 000 en France, et ils étaient localisés globalement le long du Rhône. Aujourd'hui, ils ont regagné le sud de la Bretagne, l'Alsace, etc. Les vautours fauves, les percnoptères, les vautours moines et autres avaient disparu du ciel cévenol et de la Drôme et tout. Ça y est, ils sont revenus. Donc on a réussi, pour toutes les espèces emblématiques, à gagner le pari. Les faucons pèlerins, je sais qu'il y en a ici, pas loin. Bon, ils ont été victimes du DDT. C'était horrible. Les femelles... Produits chimiques. Oui, produits chimiques, voilà, qui était... Vous savez, c'était l'époque des 30 Glorieuses, où on a fait le remembrement, c'était formidable, vous vous rendez compte, il y avait des toutes petites parcelles, et là, on allait faire passer les grandes machines. Mais nos grands-parents ne sont pas coupables. C'était légitime à l'époque. Même les élevages en batterie, que j'ai beaucoup condamnés, on n'allait plus chercher un œuf ici ou là disparate, mais ils allaient tomber en bas des pondeuses automatiques. Enfin, bon. Donc tout ça était de bonne foi, j'ai envie de dire. Puis quand même, on a commencé à se rendre compte que on prenait plus le bon chemin. Et là, on s'enferme un peu dans une démarche qui n'est pas acceptable. La façon dont l'Europe, la PAC, traite l'agriculture n'est pas acceptable. La base, c'est de donner à celui qui a la plus grande surface. Donc, sont les plus gros qui profitent. Alors qu'on a besoin d'aider les plus petits qui n'ont même pas le SMIG pour vivre et qui peuvent conserver du bocage, qui peuvent conserver de l'élevage externe, voilà. Non, c'est pas du tout ce que l'on fait, et donc il faut réenvisager un changement de paradigme avec une nouvelle forme d'agriculture, incontestablement. La question climatique et la biodiversité devraient être liées. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la biodiversité est sous l'ombre de la question climatique, finalement ? Incontestablement, et je parlais de Jean Jouzel, on est vraiment très proches, et je lui disais, mon Jean, oublie jamais la biodive quand tu parles du climat et tout, et il s'y emploie. Et les scientifiques du GIEC et de l'IPBES vont faire une communication du reste fin novembre pour considérer qu'il faut vraiment concilier les deux qui participent de la même urgence. Le problème, c'est que le climat, maintenant, on le voit. Regardez l'Espagne, regardez en 2020 les sécheresses qu'on a connues. Bon, on a des signaux incessants de l'intensification des événements. Mais on ne veut pas voir ceux qui viennent de la biodiversité. Là, on ne le voit pas. On a encore la naïveté d'imaginer que on peut se passer de l'hirondelle, qu'on peut se passer... Et combien de fois dans ma vie j'ai entendu « Alors, l'hirondelle, ça sert à quoi ?» Ou le lézard vivipare dont oui. Alors c'est comme l'avion où il y a un boulon qui tombe et 2 et 3, il va continuer à voler jusqu'à un moment où
il y a un boulon de trop qui va tomber. C'est ça. Et puis, je vais vous dire, quand je vous parlais d'un 1/40e de seconde, on est devenus les maîtres de la planète. Eh bien, moi, je sais que c'est facile à dire, mais quand même, gardons-le à l'esprit. C'est parce qu'on est les dominants qu'on a le devoir sur Terre d'être le plus attentif aux plus faibles d'entre nous. Voilà, on a ce devoir éthique d'aider les plus fragiles du vivant qui nous entoure. Voilà, c'est con, mais je vous remercie de partager, mais c'est tellement dur à faire passer, parce qu'il y a d'autres priorités que l'éthique. Et vous vous rendez compte qu'au fond, si vous attachez, si dans votre tête, quand vous marchez dans la nature, quand vous rencontrez des gens, y compris des gens qui vous aiment pas, y compris des gens avec qui on est en bras de fer, quand on a, je crois, en tête ces notions de la protection du plus faible. Je suis pas démago en disant ça. Je suis pas végétarien, quasiment, je le suis, mais voilà, je suis pas un exemple. Mais je crois que ça nous aide à avancer dans le futur. On ne pourra pas avancer sans dialogue. Moi, je suis prêt à dialoguer avec tout le monde. On a un devoir d'écoute, et puis après, chacun se fait une opinion, mais voilà, enfin... Je sais pas. Il y a combien d'espèces d'oiseaux menacées en France aujourd'hui ? On peut dire qu'une espèce sur 6 est menacée. Il y a 11 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Et en France, on a la chance, notamment avec nos outre-mer, d'avoir des espèces endémiques, et c'est là où elles sont les plus fragiles, parce que quand vous avez une espèce singulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur une île, et qu'il y a par exemple des rats ou je ne sais quoi d'autre, ou même une maladie ou un typhon, ben, l'espèce, elle peut disparaître. Donc on voit en France, voilà, vous avez la pie-grièche à poitrine rose, voilà, qui vit dans l'Hérault, ben, elle nidifiait jusqu'il y a encore 3 ans à peu près, ben, elle nidifie plus. Alors elle existe encore en Espagne un petit peu, mais voilà, elle a disparu et on voit peu à peu vous avez des espèces au-delà de l'oiseau, le vison d'Europe. Le vison d'Europe dont il reste une infime population en France de 150 individus. Ils sont 10 fois moins nombreux que les pandas. Sont les visons d'Europe. Eh ben, on a toutes les peines du monde. Là, les budgets ont été rabotés un maximum. J'en parle avec la ministre en espérant que, bon, et on voit bien que non. Et donc, il faut se retourner vers le privé pour tenter d'entretenir des plans nationaux d'action. L'Europe nous aide aussi avec des programmes LIFE où il y a des budgets qui sont conséquents, mais voilà, c'est compliqué. Vous avez vu la ministre ce matin, c'est-à-dire vous lui avez proposé un plan d'action ? Oui. Des idées ? Oui. Vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Je lui ai dit, voilà, moi j'ai 10 idées qui coûtent pas cher et qui vont faire de toi la plus grande ministre de la biodiversité. C'est bien vendu. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien vendu. C'était surtout bien tenté, parce que je suis même sûr que ce soit bien vendu. Bon, elle va voir, mais... Exemple. Un exemple. Eh bien, actuellement, on doit à obtenir, c'est un engagement de la France, 10% du territoire en protection forte. Bon, on est à 4,5%. C'est les cœurs de parcs, c'est des réserves, c'est des nièvres, c'est bon, mais on n'est pas au rendez-vous. Et c'est de plus en plus difficile d'obtenir des zones, non pas où on va mettre la nature sous cloche, mais où on va... Et puis, il y a un truc tout con auquel on n'a pas pensé, c'est les fleuves. Vous avez des morceaux de fleuves qui sont formidables de biodiversité, avec une emprise sur les berges. Et je me suis dit, mais là, ce sont des zones de protection forte qu'on pourrait faire. Alors évidemment, avec Voies navigables de France, il n'est pas question d'arrêter de naviguer dessus et tout, mais par exemple, on envisage dans ces lieux extrêmement sensibles, et on a de très très beaux endroits un peu partout, de ne pas bétonner, de ne pas enrocher, de ne pas mettre un barrage, de ne pas... Voilà, on en fait une zone de protection forte. Voilà.
La faune, la nature, le vivant, à quel point c'est un miroir de nous-mêmes? Oui, parce que c'est l'évolution. Je parlais de 3 millions de Lucie, 4 millions d'années. Bon, depuis qu'on s'est redressé, je parlais, ça me vient à l'esprit en évoquant ça, on parlait de nature et culture. Moi, je me suis beaucoup battu pour que les journées du patrimoine, c'est le 21 septembre en général, le week-end du 21 septembre, bon, soient à la fois naturelles et culturelle. Pourquoi? Parce que quand l'UNESCO, dans les années 50-60, a initié cette notion de patrimoine, il y avait 3 types de patrimoine. Il y avait le patrimoine culturel, style Vauban. Il y avait le patrimoine naturel, style les Galapagos, que j'ai eu le bonheur de filmer et tout. Puis il y avait un 3e patrimoine qui était la conjugaison des deux, style la Loire, avec ses châteaux et ce fleuve sauvage, grand fleuve sauvage. Bon. Et curieusement, on a effacé, j'en ai parlé à Jacques Lang, qui avait été l'initiateur de ces journées du patrimoine, on s'est intéressé au patrimoine bâti, ou au patrimoine souvent industriel, en laissant de côté le patrimoine culturel. Et je trouve que c'était une très belle occasion qui coûte pas cher, mais qui peuvent sensibiliser et les citoyens. Au fond, si on est le premier pays visité au monde, c'est pas uniquement en raison du Mont-Saint-Michel et de la Joconde. C'est aussi parce que on a des espaces admirables, on a un pays remarquable, une diversité exceptionnelle, et donc il faut le valoriser dans la notion du patrimoine. Et alors, sur cette culture, on a toujours considéré, c'est un peu comme l'homme avec l'outil, etc. Bon, on a toujours considéré que la culture appartient à l'homme. Mais je crois que l'homme s'est beaucoup inspiré de l'animal pour la culture. L'animal a inventé bien des choses que l'on peut qualifier de culturelles et dont l'homme s'est inspiré. Et donc je trouve que de créer un fossé entre l'un et l'autre est une erreur historique, tout simplement. Par exemple, en termes culturels? Le comportement de l'animal, je donne un exemple. Quand on parlait de l'outil tout à l'heure, à l'évidence, il l'a inventé avant l'homme. Eh bien, l'homme a toujours considéré que non. Aujourd'hui, il est tout juste prêt à l'admettre. Tout ce qui est médical, mais pas que. Encore une fois, on découvre chez l'animal la capacité à tricher, à mentir, à rire, à être d'une solidarité admirable. C'est-à-dire que la connaissance comble ce fossé qu'on a créé entre la nature et l'homme, finalement. Oui, tout à fait. Alors qu'on devrait être en communion et en opposition. Oui, je crois qu'on a eu une période d'indifférence. On a eu une période où il n'était pas question. Alors j'en parlais avec une amie que j'aime beaucoup, c'est Elisabeth Badinter. Bon, alors je lui disais, tu vois, Elisabeth, c'est marrant, il y a quand même une analogie entre le combat pour le respect de l'animal et le combat pour le respect de la femme. Oh là, tu peux pas dire ça, un truc. Non. Mais non, mais attends, écoute-moi. Bon. Et en fait, et c'est vrai, au début, il y a eu du mépris pour la femme, comme il y avait du mépris pour l'animal. Après, on s'est dit, bon, on est quand même obligé un peu d'en tenir compte. Et on a commencé à rire de la femme comme on riait de l'animal. Et puis après, on a commencé à lui donner des droits comme on en a donné à l'animal. Et je dis qu'il y a une analogie entre les deux. Les combats sont les mêmes. Et par exemple, je suis frappé, j'ai fait un bouquin avec Yann Arthus Bertrand sur des animaux et des femmes. Et on est parti, à l'époque c'était génial, pour Elle, on était vachement bien payés, et on allait faire des reportages, alors chez Diane Fossé, chez Joy Adamson, chez des femmes remarquables, et à toutes j'ai demandé pourquoi vous, et pas un homme, dans ces lieux mais invivables, engagés avec une telle détermination dans votre combat et tout, et
toutes ont répondu spontanément, c'est le hasard de la vie. Et puis quand je grattais un petit peu, il y a beaucoup plus que ça. En vérité, les femmes donnent la vie et elles ont fondamentalement un besoin de préserver ce vivant avec plus d'énergie et de détermination que n'importe quel homme. À l'évidence, moi j'ai participé à beaucoup de COP depuis Rio en 92, bon, et peu importe, avec mon âge avancé, bon... Et je voyais souvent des femmes qui prenaient la parole dans ces COP hors des grands de ce monde. Hein. Il y a toujours en périphérie des rencontres avec les associations locales, les minorités, etc. Bon, mais les femmes sont enthousiasmantes. Elles prennent la parole et voilà, on les écoute. Donc elles ont, je sais pas pourquoi j'en suis là. Mais ça tombe très bien parce que j'allais parler justement de ce chapitre sur les femmes dans votre livre où vous dites ceci effectivement. En vérité, j'ai la conviction que portant la vie puis la donnant, les femmes ont une propension à la préserver. Instinctivement, elles perçoivent les fragilités, ressentent les malaises, appréhendent les dangers. À ce discernement, il faut ajouter l'opiniâtreté, vous en parliez, ne rien lâcher, refuser de reculer face à la maltraitance, sans cesse trouver la force de persévérer. Effectivement, c'est ce que vous disiez à l'instant. Il y a un chapitre très amusant sur les citations. Alors, je ne sais pas si elles sont de vous ou si vous avez repris. Elles sont toutes de vous. Ah, toutes de moi. J'aime bien. Le ciel inspire la liberté, l'oiseau l'incarne. Les vagues sont fidèles, elles reviennent toujours. Très bien, j'aime beaucoup celle-ci. On peut faire confiance aux pigeons voyageurs. Ils n'ont jamais lu les précieux messages qu'ils transportent. C'est joli, ça. C'est pas mal. C'est très bien. Est-ce que votre citation préférée, ce n'est pas celle de Lamartine qui dit « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains, on a un cœur où on n'en a pas ». J'aime beaucoup cette citation. Ah magnifique. C'est magnifique, oui. Ouais. Il y a un gars, vagabonde, hein, c'est très un bien. peu comme dans le bouquin. Il y a un type que j'aimais beaucoup, c'est Claude Nougaro. Et le Claude, il adorait les animaux et la nature. Et il me disait, Alain, cette biodiversité qui disparaît et tout. Et un soir, j'étais chez lui, dans les Halles. Il me dit, j'ai écrit un texte, je crois que ça va te plaire. Et tu veux que je te le dise et tout. Alors, bah oui, Claude. Et alors, pour lui, la biodiversité, il l'avait incarnée, parce que c'était un grand poète, avec Tarzan. Mais pas le Tarzan qui saute d'une liane à l'autre en jetant son grand cri. C'était un vieux Tarzan. Je vais essayer de vous le lire. Vous voulez? Oui, avec plaisir. Alors voilà, de mémoire. Vieux Tarzan déchu has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne. Vieux Tarzan groggy en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri, j'ai perdu ma jungle. Ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire, éléphants sacrés. Ma sacrée mémoire et tous mes gorilles les ont fusillés, toute la famille, à bas le blindé. Mes crocos géants, mes hippopotames, des sacs pour les femmes qui ont de l'argent. Le chant des oiseaux, le cri des pygmées, ils l'ont mis aux eaux ou bien effacé. Mon studio, tout en haut de l'arbre, ils l'ont sabré pour une autostrade. Ma Jeanne est partie au bras de l'un d'eux. J'ai poussé mon cri, le dernier. Adieu. Bon, c'est beau, non? Ah, c'est beau. Ouais. Et c'est ça. C'était toujours beau, Nougaro. Les oiseaux vous ont beaucoup donné, mais vous avez quand même beaucoup souffert pour eux. Hein. Bon, ça n'a pas toujours été simple, mais avec toutes les équipes de la LPO, on est... D'abord, notre association est portée par une chose que j'ai essayé de développer au maximum, c'est la convivialité. Ça a l'air idiot, mais on est un peu gaulois, on se tire tous un peu la bourre. Moi, je pense que notre ciment, c'est d'être un peu à l'écoute de l'autre, se réjouir quand il est heureux, pouvoir l'accompagner, si possible, quand il est dans le malaise. Et on a cette culture à la LPO, cette culture également de l'intérêt général. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Moi,
par exemple les tourterelles des bois dans le Médoc, où pendant 20 ans, le 1er mai, chaque année, on y allait avec une poignée de la LPO contre pas loin de 30 à 40 000 chasseurs, braconniers, parce que la chasse était fermée pour une raison simple, c'est même pas l'Europe, c'est le code rural qui l'interdisait. C'était le moment où les oiseaux arrivaient d'Afrique et venaient donner la vie, tout simplement. Et là, vous aviez près de 1000 pylônes, avec 3 chasseurs par pylône, et qui faisaient un vrai barrage de feu. Et les tourterelles des bois, dans la vie, n'ont peur que d'une chose, c'est le faucon, c'est le rapace. Et pour échapper aux rapaces, dès lors qu'elles sont stressées, elles plongent immédiatement à la cime des arbres et elles avancent au plus près de la cime pour éviter d'être pris en l'air. Donc, quand il y avait les premiers feux, immédiatement, les tourterelles allaient à la cime des arbres, donc se retrouver face à ce barrage de feu. Vous aviez à l'époque pas loin de 70 000 tourterelles des bois qui passaient chaque année. 30 000 d'entre elles, chaque année, étaient abattues de façon illégale. Ça a duré 20 ans jusqu'à ce qu'un préfet, qui est devenu un ami, Jacques Géraud, arrive et puis il disait je croyais que c'était une tradition. Le 1er mai, il y avait le discours de Le Pen, il y avait les trucs, les déplacements des syndicats et Bougrain qui prenait des baffes dans le Médoc. Moi, je croyais que c'était une tradition. J'ai dit non, c'est pas une tradition. Et il a dit moi, je vais faire respecter le droit français. En 3 ans, il a réglé l'affaire. Et puis on a eu les ortolans dans les Landes, où on a retiré quelques pièges qui n'avaient pas. Alors là, il y a eu, je sais pas, peut-être certains d'entre vous, l'homme à la pelle qui a fait le tour du monde en slip, là, oui, qui était sorti assez violemment. Et puis ça, Vous avez été viré de la télé à cause des oiseaux ? Oui, moi j'ai été viré de la télé à cause de mon engagement par un président qui s'appelle Gouilloux-Beauchamp, qui était un grand chasseur devant l'Éternel, un disciple de Giscard d'Estaing avec qui je m'entendais très bien et dont je pense qu'il a été l'un des meilleurs présidents de la République pour l'environnement. Il a créé le Conservatoire du Littoral, la loi de 76, tant d'autres choses encore. Mais Gouilloux-Beauchamp a dit tout simplement si je vois Bougrain-Dubourg dans les couloirs, je sors mon fusil de chasse. Alors c'était un joke, évidemment. Ouais, je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu que des courageux qui ont dit non, c'était pour rigoler quand même. Non, c'était terminé. Voilà. Bon. Vous êtes même été viré de l'armée à cause des animaux, non ? Non, ça, c'est vrai. Ça, vous êtes bien renseigné. Ouais. Alors, l'anecdote. C'est toute une histoire. Ça. En fait, c'est l'époque où j'avais beaucoup de serpents et c'était en mai 68, pendant cette période. Alors, on vidait les poubelles pendant que les autres dressaient les barricades. C'était très sympa. Tout allait bien. Et puis après, j'ai été mis au ministère des Armées, rue Saint-Dominique. Et là, un jour, j'avais mon bureau où je traitais des dossiers. J'ai amené des serpents parce que je les regardais, je les observais. Et il y a un gradé qui est arrivé, qui a vu ça et qui l'a très mal pris. Et je le fais rapide. Je me suis retrouvé au Val-de-Grâce avec 33% d'invalidité mentale. À cause de... C'est bon, ça. Parce que c'est vrai, j'ai dit à l'époque, et c'était vrai, j'avais plus de proximité, d'affection, de besoin à l'égard des serpents que des femmes. Alors là, c'était... Et je vous assure que quand j'ai dit ça, ça a changé après. Ça a changé après. Ouais, on peut dire ça, ouais. En tout cas, j'ai été 33% avec quelque chose de très humiliant. Si la France rentre en guerre, on se passera de vous. Ce qui était quand même... Et moi, j'étais petit-fils de général. Mon père était député, résistant, et ça a été très, très mal pris dans la famille. Voilà l'épisode que vous...
On pourrait parler aussi des serpents qui s'échappaient de votre casier au pensionnat. Ouais, il y aurait plein d'histoires, évidemment, et je vous encourage aussi à lire vos mémoires que vous aviez écrits il y a quelques années. Est-ce que la capacité de révolte que vous aviez à vos débuts, vous l'avez toujours aujourd'hui? Oui, j'ai envie de dire malheureusement, parce que on est toujours... Alors, je mesure les progrès. Incontestablement, je parlais des espèces emblématiques qu'on a sauvées. Ça, c'est quand même très satisfaisant. Quand j'ai été plaidé devant le Conseil d'État, je parle un peu à la première personne, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Bon, on a réussi à caler à peu près les dates de chasse pour qu'elles soient cohérentes avec les périodes de reproduction, etc. Quand le préjudice écologique, c'est vous aussi? Alors, le préjudice écologique, c'est toute une histoire. Oui, c'est nous. Bah, oui, incontestablement, c'est la LPO. L'idée, on est en 99, il y a l'Erika qui va sombrer, 400 kilomètres de plages souillées, de littoral violé, enfin ça a été vraiment un drame. Et à l'époque, je me souviens, je me suis retourné vers Total pour leur dire il faut nous aider, ça y est, on sentait que comme jamais les oiseaux allaient arriver en nombre, il faut voir ce que c'est. Ces fantômes noirs agonisants, c'est effrayant, quoi. On peut pas rester le cul sur la plage en train de les regarder. Il fallait agir. Et franchement, Total s'est très mal comporté. Ils nous ont traités avec le plus grand mépris en considérant qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, etc. Donc, on a créé avec d'autres associations des zones d'accueil pour les oiseaux. 150 000 guillemots de Troie, la plus grande catastrophe ornithologique qu'on ait connue à ce jour. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec mon avocat, François-Xavier Kellyjean, et je lui dis, écoute, il y a un truc injuste, c'est que on indemnise le vivant commercial, c'est-à-dire les coquillages, le manque à pêcher, les crustacés, les huîtres qui allaient arriver, on est au mois de décembre, bon, ou pas sur les étals, etc. Mais le vivant non commercial, c'est-à-dire l'oiseau de mer, la tortue ou le phoque, ils sont laissés sur le bord du chemin et ce n'est pas acceptable, faut qu'on se batte. Et lui, alors je lui dis, il faut trouver un nom, un truc, et c'est lui qui a trouvé préjudice écologique. Et on a lancé l'idée, ça a représenté 10 ans de procédure. La région, je me souviens du reste, Retailleau, à l'époque, il était en Vendée, il m'avait vraiment bien accompagné dans cette démarche. Les collectivités locales, la Bretagne, les Pays de Loire, nous avaient accompagnés. 10 ans de procédure, on a été en cassation et le préjudice écologique qui s'est élargi depuis a été reconnu et aujourd'hui figure dans le Code civil. C'est une fierté, oui. Et c'est une sacrée victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez encore à gagner complètement? Est-ce que vous arrivez à obtenir des victoires vraiment complètes? Ou c'est plus dur que ça? Non, c'est à l'arraché. C'est à l'arraché. Et puis c'est beaucoup plus difficile parce que... Alors que ça devrait être normalement beaucoup plus rapide. Oui, mais non, parce que c'est un changement de paradigme qui s'impose aujourd'hui. C'est un autre regard avec le vivant. C'est un mode de vie qui va être différent. Je parlais de l'agriculture, c'est un exemple. Quand vous parlez de l'artificialisation, la manière dont le béton et l'asphalte rongent les terres agricoles du reste et les espaces naturels, c'est plus de 30 000 hectares chaque année. Où on va? On est le pays d'Europe, peut-être du monde, où on construit le plus grand nombre de ronds-points. On en a plus de 50 000. Alors je sais qu'il en faut pour les gilets jaunes, mais quand même, à ce point-là, ça me paraît beaucoup. Et c'est vraiment... Non, mais... et ça n'est pas acceptable, cette artificialisation. Alors après, une fois que vous avez dit ça, que vous donnez des leçons en public, comme on fait pratiquement quand quelqu'un a envie, après avoir travaillé toute sa vie, d'avoir sa petite maison, son bout de jardin et tout, il a le droit aussi. Donc ce qu'il faut, c'est avoir du recul, avoir des projets, réinstaller les friches industrielles, enfin voilà, éviter de développer. Regardez les grandes surfaces.
On est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'elles répondent plus aux aspirations. Vous vous rendez compte c'est quand même très récent. Les grandes surfaces sont trop grandes. Non mais, attends, on les a fabriquées pour nous satisfaire. Non, on va aller dans les moyennes surfaces. Là, on est plus cosy, hein, on retrouve un peu nos marques. Mais c'est pas faux en plus. On a été dans la démesure. Mais c'est très récent, ça, que les grandes surfaces soient trop grandes. Bon, alors ça, c'est de l'artificialisation. Si je dis que vous contenez des défaites plus que vous n'engrangez des victoires, ça vous va ? Non, j'ai pas envie. Non, mais c'est un peu la réalité. Vous repoussez les défaites quelque part. Oui. En fait, pour nous, quand on empêche une agression supplémentaire à la nature, c'est une victoire. Ouais. Et j'ai souvent le sentiment que on écope une arche du vivant qui continue de prendre l'eau. C'est sûr. Mais quoi vous dire ? Je sais plus qui disait « Est-ce que vous avez espoir en l'avenir ?» Et il répondait « L'espoir, c'est une chose, j'ai la détermination. » C'est une façon de pas répondre à la question, mais on a à la LPO, on a la détermination. Il y a une expression qui doit, j'imagine, vous agacer, qu'on a encore beaucoup entendu ces derniers temps avec les inondations en Espagne. La nature reprend ses droits. Ah oui. Ça vous agace pas qu'on dise ça ? Si, complètement, parce que on en a beaucoup parlé aussi pendant le Covid. La Covid, du reste. Bon. La nature reprend ses... Non, il faut pas opposer l'homme à la nature. Il faut trouver l'harmonie. Et en fait, la nature n'a pas repris ses droits pendant la Covid. Il s'est passé un truc très simple, c'est que l'homme n'a pas occupé tout l'espace. Tout logiquement, les espèces sont venues, les chevreuils, les sangliers, les renards, que sais-je encore, et il s'est quand même passé quelque chose d'assez singulier pendant ce Covid. Il y a eu le confinement. Alors la LPO avait eu une idée géniale, c'était de dire bon, on va lancer une opération confinée mais aux aguets. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un jardin, il y en a beaucoup d'autres qui vivaient dans des appartements. Et donc, l'idée, vous ouvrez la fenêtre ou vous allez dans votre jardin et puis vous faites un état des lieux confiné, mais aux aguets. Ça a été, on a eu 1 300 000 retours en quelques jours de gens qui sont mis à regarder par la fenêtre pour voir les espèces. Alors, on avait mis sur le site de la LPO identifier les espèces, il y en a une quarantaine des plus fréquentes, et puis les gens sont amusés à ça. Et surtout, plus largement, au-delà de cette opération qui a très bien marché, qui prouve l'intérêt potentiel pour la nature, beaucoup de gens se sont mis à entendre le silence et à écouter la nature. Et il s'est passé quelque chose où ils ont commencé à entendre le chant des oiseaux. On était au printemps, hein, ça y allait. Et après, il y a eu un désir derrière ce chant d'identification de trucs. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont finalement choisi, qui sont tournés vers la nature à la suite de la Covid. Mais puisqu'on en parle, rappelez-vous, quand on a été libéré, entre guillemets, on a dit « plus jamais ça ». Le jour d'après, ce sera différent. Vous vous rendez compte qu'un virus a mis à genoux la planète ? Toute notion politique conjuguée, confondue, toute notion économique conjuguée, confondue, l'homme était à genoux devant un micro-organisme. Et pourquoi ? J'en parlais avec les équipes de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui ont fait un travail de synthèse admirable. Tout simplement, c'est évident, c'est avéré maintenant, parce qu'on a été arraché des animaux à leur milieu naturel, notamment des chauves-souris, des roussettes et des pangolins. Alors, est-ce qu'ils ont été emmenés dans un marché ou dans le labo? Peu importe, on le saura peut-être jamais. Il semblerait que ce soit plutôt le marché que le labo, mais le fait est là. Et on a dit, plus jamais ça. Moi, j'ai filmé ce que j'appelle les marchés fantômes à Taïwan, où on coupait, on éventrait les serpents vivants pour prendre la bile, mélanger avec un peu d'alcool et avoir
pseudo-virilité derrière. J'ai vu au Bénin ces marchés où il y avait des membres de chimpanzés, des mains de chimpanzés, des animaux, enfin bon, en tout genre. Bon, j'ai vu ça en Amérique du Sud. Tous ces marchés de viande de brousse. Et il faut comprendre aussi les populations locales. Mais c'est ça. Déraciner la nature, c'est ça qui nous conduira à nouveau à une pandémie. On n'y échappera pas. Et les marchés dont je parlais, ils existent toujours. Je me suis renseigné, on n'a rien changé. Alors on fait des COP, on fait plein de trucs, et puis l'expérience qu'on peut avoir, qui est prodigieusement terrifiante, devrait nous éclairer. Quand même, on a des grands cerveaux sur la planète. Eh ben non. On n'a pas compris, et ça continue, et on va se le reprendre dans la tronche. Quand vous voyez la grippe aviaire, moi j'en ai parlé avec, à l'époque, le président de l'ANSES et tout. Il me disait, mais Alain, les élevages sont tellement concentrationnaires et tellement proches les uns des autres, dans les Landes, dans le Loire-Atlantique, etc., qu'il n'y a même plus l'isolation qu'on peut espérer pour endiguer ce type de pathologie, rien que par la voie aérienne, ça passe de l'un à l'autre, etc. Alors on a beau jeu d'accuser l'oiseau migrateur, c'est l'oiseau sauvage, mais pas du tout. C'est la concentration des animaux qui vivent de façon mais inqualifiable qui conduit à les fragiliser et à les rendre récepteurs terribles. Et si on continue ce modèle, c'est là où j'en viens, si on continue ce modèle, on va dans le mur. Et puis, encore une fois, moi je mange de la viande, mais je n'admets pas qu'on fasse souffrir pour le plaisir du ventre, de notre ventre, qu'on fasse souffrir des animaux. C'est inacceptable. Qu'on les tue parce qu'on est prédateur, dominant, mais qu'on les fasse souffrir pour un plaisir luxueux, c'est inacceptable. Voilà. À ce moment-là, on applaudit. Si vous avez des questions pour Alain Bougrain-Dubourg, c'est maintenant. Le micro sera à votre disposition. Y a-t-il des questions? Alors, madame. Le micro juste, madame, juste derrière vous, au milieu. Bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu dimanche soir à l'émission des petits bateaux une petite fille qui posait la question pourquoi les êtres humains, les hommes, font-ils la guerre? Et l'intervenant a répondu, c'est peut-être un début de solution, a répondu que l'homme prenait plaisir à se faire la guerre et que toutes les questions économiques, enfin tout ce qu'on veut, était le prétexte à faire la guerre. Et si tous les êtres humains arrivaient à se dire, pour donner un sens à sa vie individuelle et multiple, si l'être humain arrivait à se dire, réunissons-nous tous, allons vers le positif et enlevons les frontières, travaillons pour nous tous, mais justement dans le respect de la vie. Mais alors comment, évidemment c'est un idéal, mais comment y arriver? Il y a aussi au niveau mondial des associations humanitaires. Je pensais par exemple à la franc-maçonnerie qui arrive à avoir des liens partout, qui n'est pas une secte, pour les gens qui connaissent pas, mais qui est c'est discret, mais c'est pas secret. Et ils œuvrent de manière humaniste. Et pourquoi ne travaillent-ils pas et pourquoi on n'entend pas le travail qu'ils font justement au niveau mondial? Alors, c'est les petits bateaux qui vous ont répondu ça comme solution? D'aller plus loin. Non, je pense qu'il y a plusieurs clés.
Il y a notamment le caractère, la confession. Globalement, alors vous avez des populations animistes qui ont un rapport au vivant tout à fait respectueux et singulier. Moi, je pense que si les grandes confessions étaient capables de porter le message de paix et de respect du vivant, ça serait essentiel. Or, on constate que c'est au contraire, parce qu'il y a opposition entre les religions, que ça génère la guerre. Moi, je n'ai pas la solution pour la paix. On la cherche partout. Il y a des cerveaux éclairés qui nous guident. Il y a des gens admirables. Malheureusement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est extrêmement inquiétant à bien des égards. Ce que j'ai envie de dire, c'est que jamais une espèce animale n'a fait la guerre à ses voisins pour le plaisir de conquérir davantage de territoire. Elle a toujours vécu en fonction de ses besoins. Or, vous avez, par exemple, la Première Guerre et surtout la Deuxième Guerre mondiale, où il s'agissait de conquérir Alexandre le Grand et bien d'autres exemples dans l'histoire nous montrent qu'il y avait ce goût de la conquête, c'est-à-dire acquérir des territoires pour lesquels on n'a aucun besoin particulier. C'est la domination. Le monde animal ne nous donne pas cet exemple, même s'il y a des luttes non négligeables, incontestablement, mais qui ne vont jamais sur la conquête totale. Voilà. Une question plus simple. Oui. Monsieur. Oui, j'ai une question beaucoup plus simple. Donc, on a parlé de la nature sauvage et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez donc des zoos. Donc, on a ici la Flèche qui représente, je sais combien de milliers de visiteurs. Il y a Beauval, etc. Donc, c'est une question simple. Qu'est-ce que vous pensez le rôle par rapport à la nature et puis de voir des animaux. Alors, j'ai été, pour avoir trimballé pendant des années des animaux sauvages, d'une école à un marché, que sais-je, enfin une exhibition, un salon, etc. J'ai vu la souffrance de ces animaux véhiculés, transportés, et j'ai vu à l'époque, j'avais monté des opérations avec Paul-Émile Victor pour le trafic des animaux qui permettait d'alimenter les zoos. Vous aviez par exemple un grand importateur qui s'appelait Tropicanim qui faisait venir des animaux, notamment des gibbons et des guépards. Ça mourrait mais par centaines, c'était pas grave. On en faisait venir d'autres. Et puis il y a eu des gens formidables comme Jacques Bouillot à la Flèche. Moi j'étais gamin, j'ai écrit à Jacques Bouillot, j'étais plein d'admiration. Il m'a répondu et je dois dire que je lui dois une partie de mon engagement. Et après, je lui ai demandé de m'accompagner pour des émissions en Afrique, etc. Jacques était un humaniste formidable et il a plaidé pour la cause animale avant d'en faire du parc zoologique de la Flèche. Voilà un business particulier. Du reste, c'était pas un grand zoo, c'était un zoo remarquable, singulier. Il est devenu un grand zoo par la suite. Alors, par ailleurs, j'ai été nommé co-président du comité de rénovation du zoo de Vincennes. Parce qu'il savait que j'étais contre la captivité ou le principe, etc. Et il pensait que je pouvais enrichir les débats. Et avec les scientifiques du muséum, j'ai trouvé une communion exceptionnelle. C'est-à-dire que ils ont choisi le bien-être animal avant l'intérêt commercial de certains animaux. Un exemple, un éléphant, pour qu'il soit à peu près bien en captivité, il lui faut au moins 2 hectares. Bon, le zoo de Vincennes, ça fait 16 hectares. On a décidé qu'il n'y aurait pas d'éléphants. Les ours, il faut également un grand espace. On a décidé qu'il n'y aurait pas d'ours. Donc on a rejeté tous les animaux qui pouvaient souffrir de la captivité pour valoriser des animaux. Et
enrichir les enclos. C'est-à-dire qu'on ne met plus un enclos comme ça où l'animal est exhibé, n'a pas de capacité de retraite, d'isolement, etc. Tout au contraire, on pense au bien-être de l'animal en priorité. De sorte qu'au zoo de Vincennes, c'était un peu difficile les premières années parce que il y avait beaucoup de plantations qui démarraient du reste et les gens ne voyaient pas bien les animaux. Et ils disaient, on est venu pour voir les animaux, on les voit pas. Et peu à peu, il a fallu apprendre à observer, à attendre que l'animal veuille bien se présenter s'il avait envie. Enfin, voilà, on pénétrait dans l'univers animal. Alors, pour autant, la captivité me dérange toujours. Voilà, pour plein de raisons. Mais il y a certains animaux qui la supportent admirablement bien et d'autres absolument pas. Un serpent, par exemple, qui est un animal par définition plutôt sédentaire, tributaire de son milieu naturel, hygrométrie, chaleur, que sais-je, objet, sous-sol, etc. On peut satisfaire à ses besoins plus facilement que certains animaux qui refusent du reste de se reproduire. L'aigle de Bonelli dont je parlais, et qui a besoin d'amour pour constituer un couple. Vous savez, on pense souvent qu'il faut un mâle et une femelle pour que les choses se fassent. Et on a l'exemple, j'ai 2 minutes, on a l'exemple du pigeon migrateur américain. C'est probablement l'oiseau qui était le plus nombreux sur la planète qu'on ait connu. Il vivait donc en Amérique du Nord. Et à l'époque, on est au 19e siècle, Audubon, Jean-Jacques Audubon, le grand peintre naturaliste, qui est nantais d'origine, c'est un Français, mais qui est une star aux États-Unis. Il y a des places Audubon partout. Enfin bon. Lui, il rapporte en son temps qu'il y avait probablement 3 ou 5 milliards de pigeons migrateurs américains qu'on appelait la tourte voyageuse. Et il les décrit en disant que pendant 3 jours, le ciel est obscurci par le passage des oiseaux, comme une éclipse, dit-il, et qu'il y a des fientes qui tombent comme de la neige, enfin qu'on est dans un monde surréaliste. Bien, le dernier pigeon migrateur américain est mort en 1914. Elle s'appelait Martha, c'était une femelle, au zoo de Cincinnati. Quelques années plus tôt, il y avait encore peut-être des dizaines de milliers de pigeons migrateurs américains. Pourquoi l'espèce est-elle éteinte? Alors, c'est parce que l'homme a tué, dézingué, c'est aux chasseurs qui réussissaient à faire plus de 30 000 tourtes voyageuses, etc. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est arrivé à un moment où les pigeons migrateurs américains se sont dit, au fond, on n'est plus assez nombreux pour donner la vie. On ne va pas mettre une génération dans ce monde qui ne correspond plus à la densité qui est propre à notre espèce. Je vous assure, sans anthropomorphisme, je cherchais le mot, qu'ils se sont dit ça, les pigeons. Ils n'étaient plus assez nombreux pour éprouver le besoin de se reproduire. Donc c'est pas si simple. Voilà. Une dernière question peut-être, dans le public? Oui, madame, je vous en prie. Et ici une autre, si vous voulez bien porter juste un micro aussi au premier rang, merci beaucoup. Et puis madame aussi là-bas. Donc 2 questions. Ici, juste ici. Ah, aussi, madame, je vous en prie, pardon. Que pensez-vous de la tauromachie? De pardon? La tauromachie. La tauromachie. Je sais pas pourquoi je sens... Je connais un peu la réponse. Ouais. Alors j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Voilà. Et l'idée, c'est, à l'époque, c'était avec Cabu et avec Riss et tout. J'écris dans Charlie Hebdo et l'équipe de Charlie Hebdo était extrêmement sensible aux animaux et on regrettait de voir combien la protection animale était en retrait par rapport aux besoins de ces animaux. Et on s'est dit, sous forme de boutade, au fond, on n'est pas des bons avocats pour les animaux, donc donnons-leur la parole. Et j'ai écrit un chapitre sur le taureau, voilà, qui plaide sa cause devant le torero, l'ortolan, devant... Et il y avait
une phrase de Victor Hugo qui disait torturer un animal pour la tauromachie, ça n'est pas seulement torturer un animal pour le plaisir, c'est torturer une conscience. Et voilà, il a torturé notre conscience. C'est inacceptable aujourd'hui. C'est inacceptable. Et il y avait un projet de loi il y a pas longtemps qui remettait en cause la tauromachie. Et ceux qui ont déposé ce projet s'y sont mal pris. Ils ont voulu rejeter la tauromachie en bloc. À mon avis, c'est une erreur. Il faut commencer par interdire la tauromachie aux mineurs. Pourquoi? Parce que vous avez des films qui sont trop violents, on les interdit. Eh ben, la tauromachie est incontestablement violent. Ça a été reconnu par l'Académie vétérinaire de France et bien d'autres organismes. On l'interdit. On arrête de faire ces écoles de tauromachie pour des gamins de 14 ans qui vont s'entraîner sur des veaux. Non mais où on est là? Et donc, voilà, je crois qu'il faut commencer par interdire la tauromachie pour les jeunes et on verra plus tard. Je ne vais pas non plus vous donner toutes mes ficelles. Madame, je vous en prie. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Oui, pouvez-vous nous parler malheureusement de la chasse au blaireau qui existe encore en France et même en Sarthe? Alors, le déterrage sous terre, j'en ai parlé ce matin même à la ministre de la Transition, en lui disant qu'on est le dernier pays à pratiquer. Moi, je l'ai filmé. C'est odieux. C'est inqualifiable. C'est une maltraitance inacceptable et ça ne peut pas perdurer. Je pense que c'est l'une des choses qui va disparaître en même temps que s'éveillera notre conscience. Voilà. En tout cas, je m'y emploie. On est en train de travailler sur une proposition de loi sur ce thème et j'espère qu'on aura des oreilles attentives, mais on y travaille. Madame, ce sera la dernière question, je vous en prie. Bonsoir à vous. Juste un truc pour le déterrage sous terre. Je précise quand même qu'ils pratiquent cette activité, mais choquante, alors qu'il y a des jeunes blaireaux dans les terriers. Enfin, c'est franchement dégueulasse, quoi. Bon. Ouais. Bonsoir à vous. Alors, ça va marcher. Vous ne touchez à rien. Normalement, c'est allumé, je le vois d'ici. Oui, bonsoir. On va le mettre en route. C'est un des micros. Je voulais... Alors, un peu plus près, juste vous posez sur votre menton et on vous entendra. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de faire souffrir des animaux par notre propre plaisir, en fait. Et à ce titre, d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Vous avez Frédéric Lenoir qui a écrit un très chouette bouquin, Lettre ouverte aux animaux et à ceux qui les aiment. Il reprend vos propos, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le connaître. Oui, je le connais bien. C'est un type admirable. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était un petit peu en relation avec la dame tout à l'heure qui est intervenue pour la tauromachie. Je voulais parler des courses de lévriers, des courses de chevaux, de chameaux, etc. Parce que derrière tout ça, il y a la souffrance animale, effectivement, mais il y a beaucoup de lobby. Voilà. Non, mais il y a un travail colossal à faire. Juste un truc pour la tauromachie, une petite parenthèse. La tauromachie, on la doit à une femme qui a été à la fois admirable et déplorable pour le cas de figure. C'est la princesse Eugénie, la femme de Napoléon III. Elle a été admirable parce qu'elle s'est battue aux côtés des peintres de Barbizon pour sauver la forêt de Fontainebleau, à un moment où on voulait tout raser pour planter des chênes, des conifères qui étaient plus rentables, etc. Elle s'est vraiment battue à leur côté. Et, alors, total respect et admiration. En revanche, c'est elle qui a introduit la tauromachie en France parce qu'elle était d'origine espagnole.
Voilà. Donc voilà, on peut être à la fois le meilleur et le pire. Alors concernant la condition animale, oui, il y a un travail formidable à faire, et je déplore que l'exécutif ne s'empare pas davantage de cette question. Ça n'est pas secondaire que de se bien comporter ou tenter au mieux de bien se comporter à l'égard des animaux. Et il y a certaines traditions qui perdurent, qui sont pas acceptables. Mais vous prenez les Jeux Olympiques, vous parliez des chevaux, il y a eu des maltraitances terribles avec les chevaux. Moi, je me souviens avoir fait des reportages sur la viande chevaline avec les chevaux qui arrivaient de Pologne dans des conditions surréalistes. Enfin bon, ça, on a réussi à l'endiguer peu à peu. Vous prenez les Jeux Olympiques, donc il n'y a jamais eu tant que cette année une attention portée au respect de l'animal. Donc ça commence à bouger. Moi, je sais que je ne supporte pas le trot, par exemple, parce que le trot est une démarche du cheval intermédiaire qu'on impose, donc on dénature d'une certaine manière l'animal pour faire du fric, parce qu'à l'arrivée, ceux qui vont au champ de course, c'est pas pour regarder un cheval courir, c'est pour voir s'ils ont gagné ce qu'ils ont investi. Bon, donc voilà, peu à peu, on y arrive, et je regrette que on n'attache pas plus d'attention, je le dis encore une fois, à la condition animale, qui n'est pas un sujet anodin. Et après, on s'étonne qu'il y ait des extrémistes qui, lassés de voir l'indifférence, voire le mépris, eh ben, deviennent sortent de la raison pour porter leur message, ce qui n'est pas acceptable non plus. Je voudrais qu'on finisse sur une jolie note et que vous nous partagiez un oiseau, celui qui vous bouleverse le plus à la Baugrad-du-Bourg. Quel est-il? Ah, c'est incontestablement, il y en a beaucoup, mais c'est le martinet noir. Le martinet noir. Que vous croisez à l'île de Ré? Que je croise dans l'île de Ré. Le martinet qui boit en vol, qui mange en vol, qui fait l'amour en vol, et qui le soir va dormir dans le ciel, près de l'inaccessible étoile. En fait, ils emploient les courants ascendants et ils dorment dans le ciel. Ils ne se posent jamais que pour donner la vie, où ils vont dans un trou de mur et ils vont pondre, et pendant une période extrêmement brève, ils vont élever les petits, et les petits vont se jeter dans le vide et partent pour une vie où ils ne se posent jamais. Voilà. Alors moi, ça me bouleverse. En plus, ils ont des chants, des sifflements. Bon, j'imite très mal. Je zozote bien, mais j'imite mal. Bon, et ils sifflent, et c'est vraiment l'été. Quand les martinets sont là, on entend ce sifflement justement vers 6h, 7h, 8h, avant qu'ils commencent à monter dans le ciel. Mais regardez-les et observez ça, et vous verrez comment ça disparaît dans les nuages. Ils étaient là il y a encore 5 minutes, et puis ils disparaissent. Ils sont pas posés sur un fil ou ailleurs, ils sont dans le ciel, ils dorment là-haut. Et donc, ils mesurent, quand ils approchent, ils ressentent la pression, et ils donnent un coup d'aile, un peu comme le dauphin, qui est un mammifère, mais il a besoin de dormir lui aussi. Eh bien, il a un instinct, une réaction physiologique qui l'amène à aller chercher de l'oxygène périodiquement, même pendant le sommeil. Ben, les martinets, c'est la même chose, ils vont descendre, et puis hop, ils redonneront un coup d'aile pour reprendre un courant ascendant, et voilà. Ah, donc ça me bouleverse. C'était bien tiré là-dessus. Merci beaucoup, Madame Dubourg. C'était un très joli moment avec vous. Merci.